ici Mathieu pour superhot.fr. On se retrouve aujourd'hui avec Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Il va nous parler tout simplement de ses investissements, de la manière dont il gère ses biens en saisonnier. Ça se passe tout de suite sur superhot.fr. A tout de suite. Sébastien, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter Écoutez, Sébastien, j'habite dans la banlieue toulousaine et j'investis dans l'immobilier à Toulouse avec une particularité, c'est que j'investis dans la courte durée ou dans la location saisonnière. Donc avec plusieurs biens en notre actif entre moi et ma compagne. Ok, donc tu as investi dans combien de biens? Comment ça s'est passé? Alors, aujourd'hui, on a un patrimoine de 7 biens immobiliers et donc 5 qui sont exploités en courte durée. Pour être plus précis, on en a 3 en courte durée, 2 en travaux et les 2 suivants vont être exploités d'ici fin décembre. D'ici début décembre. D'accord. Pour choisir tes biens saisonniers, donc tu l'as fait sur Toulouse. Toulouse. Donc j'imagine que la question c'est comment je sélectionne les biens pour Exactement. exploiter en courte durée. Exactement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour investir dans l'immobilier, il y a 3 critères essentiels: l'emplacement et surtout l'emplacement. Et j'ai envie de te dire, pour l'investissement en courte durée, c'est d'autant plus vrai. Donc nous, on a la chance d'être dans une ville comme Toulouse qui brasse quand même pas mal de monde. Donc on a quelques-uns de nos appartements qui se situent au centre-ville et à proximité du centre, de l'hypercentre de la gare. Pour 3 d'entre eux, et 2 autres se situent dans des zones un petit peu plus éloignées du centre, mais malgré tout qui attirent pas mal de clientèle d'affaires. Donc elles sont situées dans des zones post-combat pour ceux qui connaissent, avec des entreprises comme Météo France, la Direction Générale de l'Aviation Civile, GLS, ACA, enfin tout un tas de sociétés qui drainent une clientèle d'affaires et qui viennent séjourner chez nous. Ok, donc j'imagine que pour choisir ton premier bien c'est du classique, mais on se pose par exemple la question, pour investir dans le second, comment est-ce que tu fais vis-à-vis de la banque pour dire, pour les rassurer et pour que ils soient ok en fait pour te financer pour les suivants. En fait, comment c'est une bonne question, c'est une question qui revient souvent. Donc le conseil que j'ai à donner pour investir, tu l'as dit, dans le premier bien saisonnier, c'est quelque chose qu'il faut masquer entre guillemets à la banque, c'est-à-dire que le premier projet est un projet sur lequel on n'a pas le droit de se louper, donc c'est un projet qui doit s'autofinancer, toutes charges comprises, c'est-à-dire que votre loyer doit couvrir le crédit évidemment, mais la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant et l'assurance du prêt. Et c'est vrai que pour le second bien, il va falloir prouver à la banque que le système fonctionne. Et donc maintenant, nous, on est un petit peu rodés, donc on arrive auprès des banques avec un dossier assez bien ficelé, dans lequel on expose qu'on est bien déclaré auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse, qu'on est également déclaré loueur meublé non professionnel et meublé de tourisme auprès de la mairie de Toulouse, ce qui donne de la crédibilité à notre dossier et à notre activité. La chose importante également, c'est de montrer à la banque qu'on maîtrise notre sujet, qu'on ne fait pas ça n'importe comment, qu'on ne fait pas de la sous-location, qu'on est vraiment droit dans nos bottes. Et c'est d'apporter à la banque deux possibilités d'exploitation du bien. Rebelote, mon bien, je compte l'exploiter en saisonnier. Par contre, c'est quand même une affaire intéressante parce que le bien s'autofinancera si je dois basculer en location meublée classique. Donc 2 possibilités d'exploitation. Sur chacune d'entre elles, je gagne de l'argent. Ok, donc tu montres que c'est sécurisé dans le sens où en meublé ça passe. Et tu montres aussi à la banque en fait que tu comptes faire du saisonnier, donc tu vas générer plus. Exactement. Donc ensuite, en regardant les extraits de compte, c'est vrai qu'elle voit que le saisonnier a une rentabilité plutôt bonne. Mais je trouve que également le fait d'apporter cette notion d'être enregistré au registre du commerce, etc., ça montre qu'on maîtrise quand même le sujet et ça donne du professionnalisme en fait à notre investissement. Donc faire les choses vraiment carrées, exactement. Pas faire dans des trucs un peu illégaux. Ok, donc passer le banquier, déjà est-ce que tu passes par des courtiers ou toi tu passes en direct, tu as peut-être des relations avec les banquiers? Ouais, alors il n'y a pas d'histoire vraie. Si moi je dois donner un conseil à tes internautes, c'est il n'y a pas de fidélité qui compte en banque.
Je pense que tu l'as peut-être vécu. Donc pour répondre à ta question, on y a été voir des banques en direct sur certains investissements, on est passé par des courtiers pour d'autres. Et sur nos 2 derniers achats, on a été voir une banque, on a passé 2 dossiers en même temps, donc avec les mêmes interlocuteurs, et c'est passé. Donc il n'y a pas de vérité. J'aurais tendance à dire, là où ça commence à être un petit peu difficile, n'hésitez pas à aller voir le courtier. Ok, donc là, tu nous as donné donc, des super conseils justement pour tout ce qui est financement, faire les choses dans les règles, mais justement pour, une fois qu'on a le bien, pour se déclarer en tant que, pour faire de la location saisonnière, quelles sont les étapes pour faire les choses en fait dans les règles? Ouais. Comment est-ce que tu as procédé? Alors en fait, il faut se déclarer au registre du commerce de la ville dans laquelle vous avez investi. Donc en ce qui nous concerne, nous, c'est Toulouse. Et donc il y a un CERFA à remplir pour se faire immatriculer et se faire déclarer loueur meublé non professionnel. Alors nous, on est non professionnel parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas nos revenus locatifs ne dépassent pas encore nos revenus salariés. Okay. En tout cas, c'est une des conditions après qui nous permet de basculer en loueur meublé professionnel. Et la seconde étape ensuite, c'est de se déclarer meublé tourisme auprès de la mairie. Et donc ça se fait auprès de la police administrative pour qu'on puisse être identifié en tant que logement pour récupérer, pour collecter la taxe de séjour qu'on reverse trimestriellement à la mairie de donc tu récupères le numéro SIRET, ensuite taxe de séjour tous les mois ou à la fin de l'année. Voilà. Et il y a également un changement d'affectation du logement qui est fait auprès de la mairie également. Ok, donc une fois donc, on a fait la déclaration, on arrive à la mise en location, mais avant de mettre en location, il faut promouvoir son bien. Ouais. Toi, quelle stratégie tu as adoptée? Quels sont les trucs qui ont marché, pas marché? Est-ce que tu as des conseils en fait? Ouais, alors je sais pas si je peux appeler ça conseil, en tout cas c'est du bon sens. Il faut avoir un titre qui accroche en fait. À Toulouse, on a notre place du Capitole qui, pour les Parisiens, c'est un peu l'équivalent de République ou Bastille. Voilà, faut essayer de greffer dans le nom d'annonce, par exemple, proximité Capitole ou Capitole ou des mots-clés comme gare, aéroport, etc. Des titres en fait qui, même si tu connais pas la ville, te permettent de vite localiser le logement. Et ensuite, il y a quelque chose qui est super important, c'est la description de l'annonce. Moi, j'essaie d'avoir des annonces les plus exhaustives possibles dans la liste de tout ce que tu peux trouver dans l'appartement, de tout ce qu'il peut y avoir à proximité, de tous les services que je peux fournir à l'intérieur. Alors, il y a le double effet qui se coule, c'est-à-dire que tu as des gens qui ne liront pas tout. Ouais. Et je suis certain que les gens ne lisent pas tout. Par contre, celui qui va vouloir chercher le détail aura la réponse à sa question et ça m'évitera de rédiger un mail. Derrière, tu gagnes du temps. Et je gagne du temps et surtout, je gagne même peut-être de l'argent parce que le gars qui aura une question, enfin, ou le client qui aura plutôt une question à me poser, ça va générer des allers-retours de mail et peut-être qu'il aura finalement trouvé la réponse sur un autre logement et c'est pas le mien qui réservera. Donc, bien faire son annonce, être exhaustif pour rassurer le client sur la qualité du produit. Ce qui m'amène aux photos, évidemment, c'est surtout ça c'est surtout ce qui déclenche la réservation. Donc ne pas hésiter à faire de jolies photos et à publier un maximum de photos. Un maximum. Je sais que j'ai une annonce sur Airbnb où j'ai 69 photos. Voilà. Ah oui, quand même. Ouais, 69. Alors sur d'autres sites, on est limité dans le nombre de photos, mais je publie un maximum de photos pour qu'ils puissent se projeter. Se projeter. Ok. Et ça mange pas de temps. Donc ça c'est pour la partie annonce. Et où est-ce que tu les publies en fait? Donc j'imagine je suis sur plusieurs supports. Donc je crois que je suis sur 9 supports. Il y a Airbnb, Booking, Abritel, TripAdvisor, Roomlala, Wimdu, Le Bon Coin. Je travaille également avec des partenaires à Toulouse. Il y a Weekend Toulouse en fait qui existe, qui est dédié à la location saisonnière à Toulouse. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des plateformes comme Abritel en fait qui font partie de groupes qui fait partie du groupe comme HomeAway. Donc à partir du moment où tu publies ton annonce sur Abritel, elle est répercutée sur HomeAway, sur HomeLiday et toute une galaxie de sites partenaires. Donc une annonce est publiée sur un site. Et c'est le même. Tu as la même chose également avec. Moi, je suis sur Holiday Letting qui appartient au groupe TripAdvisor et la publication de mon annonce sur Holiday Letting publie en automatique l'annonce sur une vingtaine de sites partenaires.
Donc Donc là, c'est une super, super astuce aussi si vous voulez éviter en fait de mettre votre annonce sur 50 sites, vous les mettez sur les principaux. les principaux. Les principaux, Donc ouais. si on rappelle, Airbnb, Booking, Abritel, Abritel. Le Bon Coin, Windoo, Morning Croissant, Outstrip, Ok. Roomlala. Ok. Et dans tout ça, est-ce que tu en as vu qui ramène beaucoup de trafic? Parce que je sais que tu as déjà fait un test. Ouais, en fait, un petit moi, retour, en fait. ouais, je fais des statistiques en fait sur les locations et sur les résultats que je peux avoir. Alors, ce que je vais dire ne concerne que ma propre expérience parce que je discute avec des gens qui n'ont pas les mêmes résultats que toi, que moi. Peut-être qu'on peut en discuter même ensemble. Moi, je sais que c'est Booking qui tire le plus gros de mes réservations, que ce soit en termes de nombre de nuits ou de chiffre d'affaires. Airbnb arrive en numéro 2. Ce que je peux constater en discutant avec les gens, c'est que de toute façon, ce sont les deux plus gros vecteurs de réservation. Pour autant, certains vont faire plus de chiffres avec Airbnb que Booking. Bon. Moi, c'est l'inverse. Je sais pas, qu'est-ce que toi tu Moi, de mon côté, c'est surtout plutôt du Airbnb plutôt que du Booking. Mais après, je pense que à partir du moment où on reçoit beaucoup de réservations sur une plateforme, si on synchronise les calendriers, du coup, sur l'autre plateforme, on n'aura pas beaucoup et je pense que ça va continuer comme ça dans le temps. En fait. C'est vrai. Ce que juste je peux dire en 2 mots, moi qui travaille beaucoup avec Booking, sur Booking, on a plus une clientèle d'affaires et Airbnb une clientèle touristique. Ouais. C'est juste le constat que je peux faire. Ok, donc on a vu donc là la partie description, la partie un peu marketing, diffusion en fait de l'annonce. Et au quotidien, donc vu que tu m'as dit que tu as plusieurs biens, est-ce que tu délègues ou pas? Alors je délègue, je commence à déléguer de plus en plus parce que j'ai besoin de temps pour me concentrer sur l'autre activité, sur le blog. Donc j'ai trouvé un partenaire à Toulouse, voilà, qui fait check-in, check-out et ménage pour une 30aine d'euros. Et donc moi je vais uniquement dans les appartements pour récupérer le linge sale et venir le laver pour le remettre à disposition. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Comment tu communiques avec lui? Est-ce que tu lui envoies des textos? Non, est-ce que tu fais, en fait, c'est super bien industrialisé, c'est-à-dire qu'il a un Google Form en fait dans lequel je mets mon nom, mon nom et l'adresse du logement puisqu'il me connaît, puis surtout les noms, les coordonnées du client, son heure d'arrivée, son heure de départ et tout ça en automatique. J'imagine que ça tombe dans son calendrier Google et il a juste à regarder quoi. Ok, donc n'hésitez pas à utiliser son astuce en fait, utilisez donc Google Forms, derrière ensuite qui est synchronisé avec Google Agenda, puis comme ça la personne peut voir en un instant T toutes les résas qu'il va devoir traiter. Donc c'est une super astuce en fait pour gérer ça parce qu'on peut le gérer depuis un PC ou un téléphone en fait. Exactement. Un peu partout. Ouais. Donc c'est une super astuce. Ok, donc on voit que tu as délégué. Donc j'imagine qu'en termes de réservation, tu t'en fais beaucoup. Comment ça se passe? Tu veux dire en moyenne en termes de au mois, je suis grosso modo à 25 nuits par mois sur tous les appartements qu'on a, on est à 25 nuits par mois. Okay. Ce qui est plutôt bien, puisque le jour où on a démarré, on s'était fixé un objectif à 20 nuits par mois. Aujourd'hui, on voit qu'on est à 25. Et on a certains mois, je me rappelle du mois de mai-juin, mais je ne sais pas s'ils ont été simplement excellents, où j'ai fait 30 et 31 nuits. Quoi. C'était magnifique. Magnifique, ok. Et justement, tu en as plusieurs. On voit que tu as un fort taux d'occupation. Comment est-ce que tu gères après la partie finance par exemple? Est-ce que tu passes par un comptable? Si oui, qu'est-ce que tu dois lui donner? Alors si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment... Alors là pour le coup, on a une très bonne rentabilité, mais il faut absolument être super organisé dans l'activité, parce que mine de rien, moi je trouve que ça demande un petit peu de temps en gestion, en organisation, ne serait-ce que pour... tracer qui vient quand et puis suivre en fait le cash flow qu'on peut tirer de cette activité. Pour en revenir à ta question sur le comptable, on peut déduire tout un tas de choses en location meublée, en tout cas pour l'instant au moment où on fait cette vidéo, donc en octobre 2015, ce que je vous dis aujourd'hui ne sera peut-être pas valable en 2016. C'est-à-dire que dès l'instant où vous faites du meublé, vous dépendez du régime fiscal BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux.
Et donc, de vos revenus locatifs, vous pouvez déduire tout un tas de choses comme l'amortissement du bien immobilier, les frais notaires, l'amortissement du mobilier, les intérêts d'emprunt, euh, tous les frais que vous pouvez avoir dans votre appartement, internet, électricité, voilà, toute une série de choses. Et l'objectif étant d'avoir comment ça s'appelle, une différence entre les revenus et toutes ces charges négatives de façon à ne pas payer d'impôts pendant X années. Ok. Voilà. Donc tu passes par un comptable? Donc je passe par un comptable. À chaque fois que j'ai une facture, je scanne et en fin d'année, en fait, j'envoie tout ça au comptable parce que j'imagine qu'il ne travaille pas qu'avec moi. Donc le but c'est quand même de lui mâcher un petit peu le travail. Donc toutes les factures sont datées, scannées. Et, donc en fait, tu lui envoies juste les scans et après c'est lui qui s'organise. Ouais. Ah, et lui il le fait en fin d'année, c'est ça? Il le fait en fin d'année. Ouais, alors c'est pas exactement en fin d'année puisque je crois que la déclaration, tu as jusqu'à mars ou avril pour la faire. Mais tu lui donnes tous les éléments avec toi, tout ce qui s'arrête au 31/12. Okay. Et est-ce qu'il t'a donné, je sais pas, par exemple, peut-être des choses que tu savais pas, que tu pouvais déduire en fait, des petites astuces ou des... Non, pas que je sache, non. Bon, ouais, après, je m'étais documenté avant de me lancer dans l'activité. Okay. Si l'astuce qu'il m'a donnée, et donc moi c'est ce que j'ai fait depuis cette année, c'est que j'ai monté une société pour exploiter mes biens en location saisonnière, parce qu'il y a des choses que tu peux déduire en tant que société que tu peux pas déduire en tant que loueur meublé non professionnel. Mais pour avoir les détails, moi je préfère renvoyer tes... Et justement, pour remonter ta société, est-ce que tu as fait une SCI, SAS? Non, alors j'ai fait une SAS. Pourquoi? Parce que la SAS, en fait, c'est un petit peu la société fourre-tout dans laquelle on peut faire tout ce qu'on veut. J'aurais pu faire une SCI à l'IS, j'ai fait le choix de la SAS parce que au travers de cette activité, je peux fournir d'autres prestations de services comme remplir le frigo de l'appartement pour le client. Et donc j'avais besoin du statut de la SAS pour faire ça. La SCI ne me le permettait pas puisque la SCI est dédiée uniquement à l'habitation. Tous les petits services en plus, j'aurais pas pu les... C'est-à-dire tous les petits services en plus, après tu les déduis... Tu peux les déduire des impôts, c'est ça? Je peux les déduire des impôts, ouais. D'accord, donc c'est-à-dire que si en plus de ton appartement, tu offres des services, je sais pas, comme des trucs de tourisme ou le montant associé, tu peux le déduire. Parce que moi, je demande une facture en fait que je présente à l'expert comptable pour les impôts. D'accord, donc ça c'est une. Mais par rapport à cette SAS par exemple, en termes de frais et en termes de procédure, comment ça se passe? C'est rapide ou alors moi j'ai mis 2 mois à peu près, donc je suis tombé en mois d'été, donc moi pour faire la SAS, ça m'a pris 2 mois entre le moment où j'ai contacté l'expert comptable et où la SAS a été déclarée comme existante. Et en termes de frais, moi je peux alors les frais de création déjà, ils vont dépendre de l'expert comptable que tu vas choisir. Les frais de gestion également aussi. Et ben écoute, je te propose qu'on refasse une vidéo quand j'aurai reçu la douloureuse d'ici un an. Quoi. Ça marche. Mon premier bilan se fera au 31/12/2016. Ok, ça marche. Ok, ben, je pense qu'on a fait le tour en fait sur tous tes investissements, vraiment du début à la fin. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur son blog louencourtdurée.fr où il distille vraiment plein d'astuces pour cartonner en saisonnier. Donc allez-y, je vous invite vraiment à y aller. Et un petit dernier mot pour la fin. Écoutez, n'hésitez surtout pas à vous lancer dans l'immobilier. Alors plus particulièrement en saisonnier puisque Mathieu et moi on travaille ce sujet-là, mais surtout n'hésitez pas, c'est une très très bonne façon de s'enrichir et de construire du patrimoine. Allez sur superhot.fr, venez sur louencourtdurée.fr, on vous délivrera tout un tas d'astuces pour bien exploiter vos appartements. Ok, ça marche. On se retrouve une prochaine sur superhot.fr. Salut. Bye bye.